les idées sont claires et distinctes, c'est-à-dire se présentent comme étant des idées de telle ou telle chose, elles doivent, si la théorie représentationnaliste est correcte, et du moment qu'elles ont été identifiées comme elles l'ont été, correspondre exactement à ce que je suis obligé de postuler comme leur cause. Bien entendu, il se peut que la théorie représentationnaliste comme telle soit fausse. Elle est d'ailleurs probablement, mais même si elle est correcte, un des éléments de la structure au moins doit être sacrifié, ou bien il n'existe pas de problème concernant le monde extérieur, ou bien il m'est impossible d'identifier les représentations, ou bien les idées ne sont finalement pas des représentations. Bien entendu, il ne s'agit pas d'analyser en détail les théories de Descartes, mais ces fameux dilemmes nous ont fourni une occasion supplémentaire de mettre en application le principe qui énonce que certains objets peuvent se ressembler en tout et néanmoins ne pas être au sujet de la même chose, ou encore que l'un d'eux peut être au sujet de quelque chose parce que son histoire causale est appropriée, alors que sa réplique peut fort bien être au sujet de rien du tout. Dans les investigations philosophiques, Wittgenstein imagine qu'il existe une tribu qui utilise pour ses décorations les mêmes formes que nous utilisons en mathématiques. C'est-à-dire que l'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales. C'est la manière dont ces marques sont apparues sur une surface qui détermine si la question de la signification et partant de la vérité se pose. Il se peut que la forme qui orne les tentes des indigènes ait une signification propre et soit autre chose qu'une simple décoration. Mais aussi longtemps qu'on ne sait pas ce qu'elle signifie pour ses auteurs, on ne peut même pas être certain que sa syntaxe soit la même que celle de l'équation servant à calculer une somme de fonctions. Cela étant acquis, imaginons que la cravate de Picasso est effectivement un sujet, étant donné que, comme je l'ai écrit plus haut, la couleur bleue a été étalée de manière parfaitement égale. Nous pouvons admettre qu'en partie elle a pour sujet l'activité picturale comme telle. Si dans la peinture des années 50 on a accordé de telle importance à la facture du coup de pinceau, c'est parce qu'elle transmettait directement la dynamique de l'acte pictural. Aussi aurait-il été inconcevable de la dissimuler comme cela a été le cas pour les surfaces lisses si caractéristiques de la peinture académique d'une certaine époque, et dans la mesure où la peinture était pratiquement définie comme un acte. L'acte de peindre était le motif et la substance des œuvres des années 50. La facture du coup de pinceau était un emblème lourdement chargé de sens. On pourrait donc interpréter l'élimination de toute trace de pinceau dans l'œuvre fictive de Picasso comme une référence polémique à cette conception de la peinture. Peut-être voulait-il indiquer par là qu'il existe bien plus de façons de réaliser des tableaux que n'en contenait le mince répertoire de gestes tolérés par l'expressionnisme abstrait. Autrement dit, quelqu'un qui ne serait pas au fait de la métaphysique du coup de pinceau passerait à côté de la signification que possède la couleur uniformément étalée dans cravate. De même, si on ignore l'histoire de l'art de Florence et de Sienne après la peste noire telle que Millard Meiss l'a analysée, on ne saurait comprendre la signification de l'absence délibérée de la perspective à la Giotto dans le retable de l'hôtel d'Estrozzi, c'est-à-dire la résurgence d'un système de relations non naturelles liant les figures divines et humaines, système que Giotto avait auparavant naturalisé. Le rejet délibéré d'un mode de représentation implique le refus de tout un ensemble d'attitudes envers le monde et les hommes. À Florence et à Sienne, l'effort artistique en question visait à rétablir une relation entre Dieu et les hommes que l'arrogance humaine avait pervertie de manière désastreuse. Ceci au nom du réalisme, tel qu'on pensait le trouver dans les œuvres de Giotto. Quelqu'un qui aurait quelques connaissances des styles picturaux et qui contemplerait les œuvres de Nardo Taccioni ou d'Andrea di Orcagna pourrait facilement être porté à les situer dans la période précédant Giotto, et en effet, elles auraient pu être peintes à ce moment-là. Mais dans ce cas, leur signification n'aurait pas pu être celle que nous leur donnons, Giotto n'étant pas encore né, et les villes de Florence et de Sienne n'ayant pas encore été dévastées par la peste noire. C'est là une des raisons pour lesquelles la cravate de Cézanne, même si elle avait été une œuvre d'art, n'aurait pas pu avoir la même signification que celle de Picasso, puisque les événements rendant possible cette signification appartenaient à ce moment-là encore à l'avenir,
et ne pouvait donc pas constituer un sujet pour l'art. La même raison explique également pourquoi la signification de la cravate de l'enfant, à supposer qu'elle en possède une, ne saurait être la même que celle de cravate. On ne peut pas s'attendre à ce que l'enfant ait intériorisé l'histoire récente du monde de l'art ou qu'il soit réceptif aux folles polémiques concernant l'importance de la facture du coup de pinceau. Pour que des messages artistiques du genre de celui de cravate soient possibles, il ne suffit pas que l'histoire de l'art ait évolué d'une certaine manière. Encore faut-il qu'on ait intériorisé cette histoire, et une telle intériorisation est précisément exclue dans le cas de l'enfant. Dans l'hypothèse improbable où ce dernier serait effectivement au courant de Pollock, de Kooning ou Klein, il faudrait donner un sens différent à l'affirmation « mon enfant sait en faire autant ». C'est qu'on aurait affaire alors à un enfant effectivement remarquable, plutôt qu'à une œuvre apparemment insignifiante. Dans cette optique, on peut sans doute dire qu'une contrefaçon est identifiable par le seul fait que dans son cas également, la relation qui la lie à son auteur n'est pas la bonne, si bien qu'on ne peut pas la considérer comme exprimant un message émanant de lui, précisément parce qu'elle prétend exprimer un message de quelqu'un d'autre, ici Picasso. Les faussaires peuvent certes avoir diverses motivations. Van Meegeren, par exemple, voulait prouver qu'il savait peindre aussi bien que Vermeer, mais on pourrait difficilement dire que c'est là un message qu'il a exprimé en rivalisant avec Vermeer. Il ne pouvait le justifier qu'en se fondant sur le succès de ses faux. Et peu importe quelle aurait été l'intention de Vermeer, s'il avait réalisé les tableaux en question. De toute manière, elle n'aurait pu être celle exprimée par ces tableaux-ci, puisqu'ils n'ont pas été peints par Vermeer. Après tout, Van Meegeren s'est trouvé dans une situation très différente de celle d'un artiste qui, en 1935, ou à toute autre date, aurait peint à la manière de Vermeer, et qui aurait pu exprimer du même coup n'importe quel message rendu possible par ce genre d'anachronisme stylistique. Par exemple, une prise de position contre la décadence supposée de l'art néerlandais de l'époque. Pour en revenir à ce morne carré de peinture au rouge dont J prétend qu'il s'agit d'une œuvre d'art, tout ce qui nous reste peut-être à en dire, c'est qu'il a vu le jour dans une atmosphère théorique, où les frontières qui séparent l'art de la réalité ont commencé à faire partie de ce qui distingue l'art de la réalité. En incorporant ces frontières à son œuvre, J réussit d'une certaine manière à les transcender. Son produit devient une œuvre d'art en s'incorporant sa propre définition. Il n'en reste pas moins une œuvre plutôt vide. Cette longue et labyrinthique discussion ne nous a sans doute guère permis de mieux comprendre la nature des œuvres d'art. Nous avons seulement pu constater la pertinence de la question de l'à propos de aboutness, qui bien entendu ne concerne pas uniquement la classe des œuvres d'art. Il nous reste à parcourir une distance considérable avant de pouvoir prétendre à quelques résultats philosophiques. Mais avant d'avancer, marquons une pause et considérons l'œuvre de J à la lumière des questions pénétrantes formulées par le philosophe Francis Sparshott. Y a-t-il jamais eu un critique qui ait été disposé à considérer comme vrai un message exprimé par une peinture vide, si auparavant il était persuadé du contraire? Et existe-t-il des messages intéressants ou qui pourraient être intéressants exprimés par des peintures vides? Enfin, le seul message qu'une peinture vide puisse exprimer n'est-il pas toujours le même? Voici un peintre qui réussit à s'en tirer à bon compte avec une peinture de ce genre, dans cette galerie-ci, à cette époque-ci. Remplaçons le peintre par un graveur qui éclabousserait d'encre une planche, la graverait ensuite et exposerait le résultat ainsi obtenu. Il existe un artiste qui a réellement procédé de cette façon. Il s'agit de son ami Shiko Munakata, le grand maître moderne de l'estampe japonaise. Voici ce que Shiko écrit. Je conseille à tous ceux qui voudraient s'initier à la gravure sur bois de répandre de l'encre de Chine sur une planche vierge, de poser une feuille de papier par-dessus et de l'imprimer. On obtient ainsi une estampe noire. Cependant, la noirceur en question n'est pas celle de l'encre, mais celle qui est typique des gravures. Ensuite, il s'agit d'insuffler davantage de vie et de force à cette estampe, ceci en gravant la planche. Quelle que soit l'estampe que j'exécute, je la compare toujours avec celle provenant d'une planche non gravée, et je me demande laquelle des deux possède davantage de beauté, de puissance, de profondeur, de grandeur, de vie et de calme. Si le résultat obtenu en gravant une planche est inférieur à l'estampe provenant d'un bloc non gravé, c'est que j'ai échoué, j'ai perdu contre la planche vierge. Le critique d'art peut certainement tirer profit de cette manière de penser. La distinction introduite par Munakata entre la noirceur de l'encre et celle de l'estampe honorerait tout
essais de philosophie de l'art, dont la plupart sont loin de posséder cette formidable puissance d'éclaircissement. Pourrait-on apprendre à faire cette distinction en contemplant une estampe entièrement noire et en étant au fait du message que Munakata voulait exprimer? Sans doute, mais il n'en serait certainement pas de même si on ne se bornerait à contempler l'estampe sans connaître son message. L'image merveilleuse de Munakata représente le mont Fuji et qui fait partie de son œuvre composite intitulée Les 53 stations de Tokaido et celle de ses estampes qui se rapproche le plus d'une estampe entièrement noire. Mais parmi ceux qui l'ont contemplé, rares sont ceux qui savent en apprécier toute la profondeur. Y aurait-il un intérêt à réaliser plus d'une gravure entièrement noire? Je pense que oui. On pourrait imaginer qu'un artiste déciderait de ne faire que des estampes noires, toutes les autres perdant contre la planche vierge. Et est-ce qu'on pourrait réussir à s'en tirer à bon compte avec ce genre de choses? Je ne sais pas ce que ce genre de choses est censé désigner, mais je suis certain que quiconque comprendrait véritablement l'estampe en question ne comprendrait plus ce que pourrait vouloir dire à son propos l'expression « s'en tirer à bon compte ». Certes, on pourrait objecter que contrairement à leur énergie, ces estampes ne sont finalement pas si vides, et que donc l'exemple de Munakata, pour profond qu'il soit, ne nous avance guère. Je suis prêt à accepter cet argument, mais cela montre tout simplement qu'il est terriblement délicat de dire quand une estampe ou une peinture donnée est vide. Philosophie et art. Si je ne me trompe pas en pensant que la philosophie possède son objet propre et que par conséquent il existe aussi des problèmes qui ne relèvent pas de sa compétence, l'élucidation du fait que l'art se prête spontanément à un questionnement philosophique est susceptible de nous en apprendre davantage à la fois sur l'art et sur la philosophie. Dans le présent chapitre, je m'intéresserai donc autant à la philosophie de l'art qu'à son objet supposé, l'art. Et comme toute recherche philosophique sérieuse, la nôtre sera en même temps métaphilosophique et autoréflexive. En effet, la réflexivité dont Descartes pensait qu'elle était constitutive de la pensée comme telle est sans conteste une caractéristique de la philosophie. Quel que soit l'objet sur lequel se porte ma pensée, lorsque j'apprends quelque chose sur lui, j'apprends du même coup quelque chose la concernant, de sorte qu'on peut dire que les structures des objets que dégage la pensée relèvent en retour les structures de cette dernière. La nature de la philosophie est telle qu'elle semble être logiquement co-impliquée dans tout ce dont elle traite. Si elle en est ainsi, cela pourrait mettre en évidence une question qui est très rarement soulevée en philosophie de l'art. Comment se fait-il que l'art fasse partie des choses dont il peut y avoir une philosophie, à tel point que, comme le montre l'histoire, tous les philosophes majeurs de Platon et Aristote jusqu'à Heidegger et Wittgenstein se sont prononcés à son sujet. Bien entendu, il est possible que cette constatation ait une valeur purement inductive. Le fait que tous les philosophes se croient occupés de l'art, et ceux-ci quelques philistins qui les avaient été par ailleurs, qu'on pense à Kant, est peut-être purement contingent, leur intérêt pour l'art répondant simplement aux attentes qu'on nourrissait à leur égard en tant que philosophes. Mais je ne partage pas cette vue. Je pense que l'ensemble des sujets qui peuvent intéresser la philosophie est logiquement clos et que la dynamique interne de la philosophie exige de chaque penseur sérieux et systématique, et il ne saurait y en avoir d'autres, qu'il parcourt tôt ou tard le cercle complet de tous les objets, puisqu'ils sont interdépendants. Ainsi, s'il est vrai que l'art fait partie de ces objets, et à supposer que le philosophe ait commencé sa recherche par un autre aspect, il en arrivera inévitablement à traiter de l'art. Si à l'inverse, il a commencé par s'intéresser à l'art, il en viendra progressivement à l'ensemble des autres questions pertinentes. Nietzsche, qui était très sensible à l'art, a commencé par là ses recherches philosophiques, mais par la suite il a approfondi systématiquement le cycle complet des autres questions majeures. Kant, qui semble avoir été particulièrement insensible à l'art, compléta son cycle à lui par ce qui est une des analyses de l'art les plus importantes de toute la littérature philosophique. Il est difficile de trouver un philosophe qui ait écrit uniquement sur l'art en faisant abstraction des matrices conceptuelles plus générales dans lesquelles cette question a toujours été contenue de fait et probablement aussi par principe. Cela explique pourquoi le non-philosophe, lorsqu'il s'intéresse aux écrits philosophiques concernant l'art, finit plus d'une fois par s'en détourner, parce qu'il est déçu.
D'une part, tous les aspects de l'art n'intéressent pas la conscience philosophique et nombre des propriétés grâce auxquelles il constitue une activité captivante et importante sont souvent sans pertinence du point de vue philosophique. D'autre part, les philosophes ont tendance à faire porter tout le poids de leur système sur les points d'intersection entre l'art et les autres objets d'intérêt philosophique et à ne retenir de l'art que ce qui se trouve être pertinent pour leur problématique. Le lecteur non averti doit donc accepter le fait que pour pouvoir apprécier ce que le philosophe a écrit, il doit se familiariser avec le système en question, c'est-à-dire maîtriser les structures critiques de Kant ou intérioriser les schémas ontologiques de Platon, pour s'apercevoir ensuite que peut-être cela n'en valait pas la peine. L'analyse philosophique ne fait que peu de cas de l'art en tant que phénomène, et de nombreux aspects sont négligés ou écartés de manière tout à fait déconcertante, comme si on jetait le contenu d'un œuf, n'en gardant pour des raisons impénétrables que la coquille. Bien sûr, il s'agit là d'un reproche habituel, et pour ainsi dire chronique, que ce qui porte un intérêt direct peut être purement humain à n'importe quel objet adressant aux analyses philosophiques le concernant. Les philosophies de la science ou du langage, par exemple, ont suscité les mêmes griefs. Il serait d'ailleurs intéressant de se demander pourquoi la science et le langage, eux, aussi se prêtent spontanément à un traitement philosophique, contrairement à certains autres objets qui, considérés superficiellement, pourraient sembler proches de l'art, tels la mode, l'artisanat, la grande cuisine, l'élevage canin. Les linguistes sont déconcertés et se demandent quelle pourrait bien être la tâche des philosophes du langage, si ce n'est de faire un peu plus de linguistique. Et les philosophes eux-mêmes se sont heurtés bien souvent à la même question, et certains sont devenus effectivement, de manière détournée, des linguistes. Néanmoins, les questions philosophiques concernant le langage vont dans une direction tout autre que les questions scientifiques, ce qui n'exclut pas que certaines des questions dont s'occupent les linguistes ne puissent être des questions philosophiques. Il en est de même pour la science, et à mon avis également pour l'art. Même richement illustrée, la photographie de l'art ne recoupe l'intérêt purement humain qu'on peut porter à l'activité artistique qu'à angle droit. De ce fait, les écrits philosophiques sur l'art, surtout les meilleurs et les plus exemplaires, encouragent l'opinion d'après laquelle la philosophie est dans la moindre pertinence pour la vie de l'art, de telles analyses arides et purement théoriques ne pouvant guère être enrichissantes pour l'amateur d'art. Les philosophes de l'art et le monde de l'art se comportent donc comme deux courbes opposées qui ne se touchent qu'en un seul point pour dévier ensuite à tout jamais sur des trajectoires différentes. Cela ne fait que renforcer l'hostilité congénitale des artistes, depuis le rhapsode Young jusqu'au irrationaliste têtu de la 10e rue et du club, envers tout intérêt théorique et intellectuel porté à leurs travaux. Le club, fondé vers la fin des années 40 par des expressionnistes abstraits, fut pendant une dizaine d'années un des centres les plus importants de l'avant-garde picturale new-yorkaise.